Je crois qu'on a eu tous les facteurs de risque pour nous assoupir. D'abord, c'était après le déjeuner. Après, il a fait très chaud dans la salle. Après, la dame, elle a parlé en anglais. Et donc, ça nous a demandé un effort pour faire très attention et bien suivre. Et ensuite, c'est vrai que on la remercie énormément pour son expérience, mais elle était loin. Quand on a un présentateur physique, on l'arrête, on discute avec lui. Donc, mais malgré tout ça, bravo à tous les... Il faut que tu éteignes. Bravo à toutes les courageuses et tous les courageux qui sont restés. Donc, je vais vous demander encore 10 minutes d'effort. Je vous promets de finir en moins de 10 minutes pour parler de l'isotrétinoïne et de l'isotrétinoïne en pratique. Donc, on voudrait remercier professeur Bagatine qui nous a longuement parlé de l'isotrétinoïne et je vous ai dit en introduction que c'était vraiment une experte. Elle a à son actif plusieurs articles, la revue Cochrane, une centaine d'articles sur l'isotrétinoïne, mais il est bon de se pencher sur notre pratique. Et donc, je voudrais dire en introduction que l'isotrétinoïne, c'est la molécule phare de la dermatologie. C'est la molécule phare de la dermatologie, dans ce sens que, en effet, c'est beaucoup de prescriptions, puisque, on l'a dit depuis ce matin, l'acné, c'est l'un des principaux motifs de la consultation, plus en libéral, mais aussi en hospitalier. Et donc, on a énormément de patients qui viennent pour l'acné, donc beaucoup de prescriptions, mais aussi parce que l'isotrétinoïne, c'est, je dirais, la seule molécule spécifique aux dermatologues. Et dans ce sens-là, on doit la préserver. Mais, Madame Khdar, on partage les antibiotiques, on partage les anti-inflammatoires, voire même les biothérapies avec beaucoup de spécialistes. Et je pense, à mon sens, personnellement, que l'isotrétinoïne doit être réservée aux dermatologues. Il y a, par exemple, dans la Société française de dermatologie, des propositions pour renouvellement d'ordonnances par les médecins généralistes. Et moi, je pense que l'isotrétinoïne doit être réservée aux dermatologues uniquement. Et c'est pour cela que de telles journées comme celle-ci, consacrées à l'acné, doivent nous rappeler les principes de bons usages de l'isotrétinoïne. En effet, on la connaît très bien, 85% d'efficacité, et ça a été rappelé. C'est la seule molécule qui intervient sur les 4 mécanismes physiopathologiques de l'acné. Et il n'y en a pas d'autres qui soient aussi efficaces sur tous les mécanismes. On connaît bien les indications avec le rappel des AMM et on a vu ce matin qu'il y avait quand même un petit élargissement de ces recommandations. On connaît bien les rechutes, on connaît bien les facteurs de rechute. On sait également gérer la tératogénicité et vous savez que dans notre contexte culturel, c'est soit par l'utilisation ou plutôt par la non-utilisation de la pilule, par exemple chez les jeunes filles, nous avons des spécificités culturelles. Nous savons bien gérer les effets secondaires dose dépendants et cela a été rappelé que certains effets très graves, très sérieux comme la dépression, les idées suicidaires, les maladies intestinales de l'intestin sont aujourd'hui indépendant de l'isotrétinoïne. Le suivi biologique est bien codifié, M0, voire M3. Et il nous reste les modalités de prescription de l'isotrétinoïne dans l'acné. On a un peu de marge de manœuvre. Et c'est de cela que je vais vous parler. Alors, je dirais que dans la revue Cochrane, il a été démontré avec plusieurs études qui ont démontré l'efficacité de l'isotrétinoïne versus d'autres molécules comme la doxymycine, et ça c'est très en faveur de l'isotrétinoïne, et ce n'est pas enfoncer des portes ouvertes, c'est une confirmation scientifique, et on a besoin de telles confirmations. C'est dans toutes les revues, on va dire, de consensus, qu'elles soient brésiliennes comme celle de Madame Bagatine, mais dans d'autres. Et les recommandations thérapeutiques, vous les connaissez tous, elles sont très claires. 0,5 à 1 mg/kg, une seule prise beaucoup plus efficace que 2 prises. Après un repas, c'est-à-dire au cours d'un repas, puisque la biodisponibilité est augmentée lorsqu'il y a des acides gras, sachant qu'aujourd'hui, il existe des molécules, des génériques de l'isotrétinoïne qui peuvent être prises à jeun. La dose cumulée étant de 120 à 150 mg/kg, en sachant qu'à 150 mg/kg, on ne fait qu'augmenter les effets secondaires sans augmenter l'efficacité.
Alors, avec professeur Mernissi, on a fait un petit sondage pour l'audience, et donc on vous a soumis juste avant votre entrée pour voir que prescrivez-vous et dans quelles indications prescrivez-vous l'isotrétinoïne. Et sans surprise, c'est dans l'acné nodulokystique, dans l'acné rebelle ou en échec de l'isotrétinoïne, dans l'acné qui a un retentissement psychique ou social, et également dans certaines indications qu'on pourra revoir tout à l'heure, comme par exemple dans l'acné de la femme adulte. Et vous voyez que ce sont les recommandations de l'AMM. Quand on veut savoir quel schéma thérapeutique nous avons le plus l'habitude d'utiliser pour les acnés sévères, ce qui ressort, c'est les fortes doses. Et ce qu'on appelle les fortes doses, c'est 0,5 à 1 mg par kilo chaque jour. Et donc, c'est un petit peu notre pratique quotidienne. Et vous voyez que dans l'acné sévère, il y a quand même, ici, au moins dans cette audience, un consensus pour les fortes doses en quotidien. C'est quand même très clair. En revanche, dans les acnés modérés, vous avez tous l'habitude de donner plutôt les faibles doses, inférieures à 0,5 mg au quotidien. Mais on verra que les petites doses, en schéma alternatif, 1 jour sur 2, 1 semaine par mois, prennent de plus en plus la place. Donc ça, c'est important de dire que c'est de plus en plus courant dans notre pratique quotidienne, et c'est intéressant qu'on ait un petit peu l'idée de l'isotrétinoïne dans l'acné. Alors, quand on veut comparer l'efficacité des doses initiales, et ce qui est difficile, c'est de parler de la dose et du rythme. Et donc, je vais commencer par parler de la dose initiale au quotidien. On sait que les fortes doses, 0,5 jusqu'à 1 mg/kg, nous donnent d'excellents résultats au prix d'effets secondaires qui peuvent être modérés et gérables. Et dans toutes les revues de la littérature, lorsque cette forte dose a été comparée à des plus faibles doses en quotidien, on voit bien que la balance penche plutôt vers les faibles doses, et ce qui a été rappelé d'ailleurs par Mme Bagatine, puisque à ces faibles doses, les effets secondaires sont mineurs, et donc permettent une meilleure compliance. Et donc ça, c'est quand même relativement clair ces derniers temps, au prix tout de même d'une durée plus longue, parfois même 18 mois, avec cependant les mêmes taux de récurrence. Donc, même si la balance penche en faveur des faibles doses, plus longtemps, les doses initiales, on le sait, nous donnent de bons résultats, et vous avez tous eu cette efficacité remarquable avec des doses de l'ordre de 40 mg/kg pendant plusieurs mois. Donc on sait que ça marche avec les doses fortes au quotidien. Voyez, voici encore un autre exemple. Lorsqu'on se penche sur les faibles doses, et là c'est plus difficile à interpréter parce qu'il y a différentes études dans la littérature, elles ne sont pas égales. Et dans l'excellente revue Cochrane de Mme Bagatine, il est difficile de comparer puisque les doses ne sont pas identiques, le schéma n'est pas identique, mais ce qui ressort, c'est que dans le groupe low dose, les microdoses, par exemple, à 20 mg 1 jour sur 2, ou les mini-doses à 20 mg par semaine, ne donnent pas les résultats escomptés en termes d'efficacité. Encore moins lorsqu'on donne des doses alternées 1 jour sur 2 ou des bolus mensuels 1 semaine sur 3. Donc, ces low doses vont avoir leur place, par exemple, dans des acnés modérés, on va le revoir, puisque finalement, ce qu'il faut juger, c'est pas seulement l'efficacité à la fin du traitement, mais le taux de rechute après. Et vous savez que c'est une maladie chronique et nos malades reviennent. Et que donc, dans certaines études, il y a pu avoir 47% de récidive à 12 mois dans le groupe low dose, souvent alterné, versus 26% dans le groupe conventionnel au quotidien. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de comparer ces schémas thérapeutiques, mais ce qui ressort, c'est que ces low doses sont plus efficaces lorsqu'elles sont données au quotidien. J'ai mis ici une étude indienne qui a comparé 4 groupes de 30 patients chacun. Le groupe A en bleu, dans lequel on a mis 1 mg/kg chaque jour, le schéma conventionnel, et vous avez vu qu'ils arrivent presque à 100% d'efficacité. Le plus faible taux d'efficacité, c'est le groupe C avec 1 mg/kg, mais 1 semaine sur 3, c'est ce qui est en vert, peu d'efficacité, alors que le groupe B,
1 mg kilo un jour sur 2 ou 20 mg dose fixe, quel que soit le poids un jour sur 2, semble se rapprocher du groupe A. Donc c'est quand même efficace. Ce qui est, et c'est pour ça qu'il faut lire les études, on sait bien que dans le groupe forte dose, les effets secondaires étaient beaucoup plus fréquents, que ce soit les effets secondaires cutanéo-muqueux, mais aussi les effets secondaires biologiques. Sans compter aussi un argument que peut-être on ne prend pas assez en compte dans les études, c'est l'argument économique. Si on a des low doses moins chères, pourquoi ne pas essayer dans notre contexte économique? Enfin, dans cette étude, les auteurs reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont examiné leurs malades qu'à 6 mois, et donc on n'a pas d'idée sur le taux de relapse par la suite, le taux de rechute par la suite. Et vous avez tous eu ce type de malade avec des acnés, par exemple en échec de cycline, 20 mg par jour en dose fixe pendant 6 mois, avec de bons résultats. Mais il n'est pas utile de rester sur ces résultats à la fin du traitement. Il faut voir plus loin. Et ce qui est recommandé, c'est que l'un des facteurs de rechute, c'est ne pas atteindre la dose cumulée. Et dans cette première étude qui date déjà un peu, vous voyez ici en rouge, plutôt en bleu, les taux de rechute quand la dose est moins de 120 mg kilo dans la littérature, alors que dans une étude qu'on avait faite à Casablanca, on voit bien que c'est dans le groupe où il n'y a pas eu de rechute, en rouge, où la barre du rouge est plus importante. Ça veut dire que plus on va vers la dose cumulative, moins on a de rechute, même aux faibles doses. Et donc, c'est ce que je disais, bien entendu, de très bons résultats, mais il faut toujours attendre pour voir cette efficacité des low doses. Je dirais que par ailleurs, en dehors de la problématique qu'on peut avoir pour les protocoles thérapeutiques, une facilité à prescrire l'isotrétinoïne est de plus en plus rencontrée dans notre contexte, sachant que c'est une molécule extrêmement efficace. On le sait, nous subissons la pression des patients. Et donc, on a beaucoup de malades qui viennent, et vous le savez, en consultation, en vous disant « je viens pour l'isotrétinoïne », des adolescents, mais aussi des jeunes femmes, et résister à cette pression est parfois un peu difficile. Et comme je disais en introduction, il faut absolument qu'on reste dans les recommandations de bonnes pratiques pour préserver cette molécule. On sait aussi que quand on a tendance à prescrire trop tôt chez l'adolescent de l'isotrétinoïne, faible dose ou forte dose, le risque osseux chez l'adolescent est encore controversé, même si Mme Bagatine a dit, bien entendu, on peut le proposer à n'importe quel âge. Mais j'ai souvenir d'un patient de 13 ans qui avait eu une forte dose d'isotrétinoïne et chez qui la croissance s'était arrêtée net et il a fallu le mettre sous corticothérapie générale pour que ça redémarre. De même, tous ces protocoles de petite dose pendant très longtemps risquent d'échapper aux médecins. Et on sait que chez nous, on a bien entendu des prescriptions, des possibilités de prendre l'isotrétinoïne, malheureusement, chez le pharmacien. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, par Internet, on peut se le procurer. Attention à l'échappement thérapeutique, au risque de grossesse, au risque d'autres effets secondaires. Il faut que ça reste chez le dermatologue. Alors, ceci n'empêche pas que ces protocoles de petite dose ont été réfléchis. Par exemple, dans la Société française de dermato, il y a un essai comparatif dans l'acné chronique récidivante de l'adulte. Et vous avez vu cette étude australienne présentée par Mme Bagatine de 5 mg par jour aux très longues cures avec des doses répétées. Donc, on peut se poser la question, on le fait. Exactement, peut-être pas à 5 mg, mais à plus. Mais là, il serait intéressant d'avoir des études à notre disposition pour confirmer l'efficacité de telles petites doses dans l'acné de la femme adulte, dont on sait que c'est un véritable challenge, on pourra en reparler. Et le protocole de ces petites doses va avoir 2 bras, soit un traitement par cure répétée, soit un traitement prolongé qu'on va laisser à la disposition des patients, mais je pense que les 2 bras montreront que c'est égal, puisque nous prescrivons déjà, hors AMM, de l'isotrétinoïne dans l'acné de la femme adulte. Je dirais donc en conclusion de ce qu'on a pu voir de votre pratique quotidienne, mais aussi de la littérature, que premièrement, il faut privilégier les doses quotidiennes. Et c'est vrai qu'on a
beaucoup de protocoles intermittents, on le voit chez certains de nos confrères. Je pense que la place de ces protocoles intermittents doit encore être prouvée, doit encore être travaillée. Concernant les doses, forte dose ou low dose, c'est au cas par cas. Il est à privilégier les faibles doses dans les acnés modérés, mais à ce moment-là, au prix d'une durée beaucoup plus longue et arriver jusqu'à qu'il n'y ait plus de lésions inflammatoires. Donc ça peut prendre plusieurs mois avec le suivi biologique et le suivi clinique chez le patient. Donc vous voyez que les perspectives de l'isotrétinoïne sont encore très importantes dans l'acné et j'espère que dans le groupe acné, nous pourrons avoir des protocoles véritablement marocains et suivre un petit peu ce qui se fait en pratique dans notre contexte. Je vous remercie.